Bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes à nouveau sur un épisode du podcast Ohana, l'épisode du jeudi 21 janvier. J'ai toujours à mes côtés les deux compères de cette série hebdomadaire, déjà Olivier De Scuter qui lui est là tous les jours. Salut Olivier. Salut Hermano, bonjour à tout le monde. Et puis l'un des trois frères d'Arvan, salut Yves. Bonjour à vous, un grand merci et bonjour à tous qui vous m'écoutez. Eh bien, tu es le spécialiste aujourd'hui de la planification. Mardi, on a vu la planification au sens général, au sens global du terme, et on s'est même tenu à notre épisode de 5 minutes. Hier, on est rentré un peu plus spécifiquement dans la planification en natation. Eh bien, aujourd'hui, si on suit l'ordre des disciplines enchaînées dans le triathlon, on attaque la planification en vélo. Même question qu'hier, mais cette fois-ci sur la partie cyclisme. Yves, comment est-ce qu'on envisage une planification en vélo ? Pour commencer ici, par rapport à la natation, on va demander à nos athlètes de faire plutôt un test à l'effort en labo. À partir de ce test à l'effort, on va pouvoir vraiment fixer des zones d'entraînement. Nous, on fixe sur 5 grandes zones. Vraiment, la première, une allure faible qui représente vraiment une zone de confort où l'athlète est dans une zone sans trop d'essoufflement, où il peut vraiment enchaîner les heures en étant toujours facile. Il peut discuter avec son voisin, sa voisine, etc. Et donc, la difficulté va plus arriver au fil du temps et c'est pas l'intensité qui va faire que l'athlète va arrêter l'effort. Donc ça, c'est vraiment l'allure la plus basse, l'allure faible. Après, on passe à une deuxième zone d'entraînement, l'allure modérée, où là, l'athlète est un peu plus essoufflé. Il commence progressivement à avoir des douleurs en fonction un peu du dénivelé et de la durée de l'effort. Ensuite, on a l'allure intensive, où là, vraiment, l'athlète va devoir se concentrer aussi bien sur sa technique de pédalage, sa position sur le vélo, où il va avoir un peu plus d'essoufflement, un peu plus de douleurs musculaires qui vont arriver progressivement. Donc là, ça va plus englober des efforts plus courts, où on va travailler de manière plus spécifique. Et ensuite, pour terminer, on a l'allure PMA, donc l'allure qu'on va trouver à la fin du test à l'effort. Donc PMA, c'est puissance maximale aérobie. Et donc là, c'est vraiment des efforts sous forme de fractionnés. Donc au préalable, on a toujours un échauffement. Et donc ces efforts de PMA vont être aussi bien de 1 à 2 minutes, par exemple 5 fois 1 à 2 minutes, avec temps d'effort, temps de repos, donc 1 minute d'effort, 1 minute de repos. On est plus ou moins à 100% de PMA, ou alors même des très très courts, des sprints qui vont être par exemple 8 fois 15 secondes à bloc, mais avec récupération plus longue. Donc ça, c'est vraiment les 5 zones d'entraînement avec lesquelles on va travailler et pouvoir faire notre planification d'entraînement pour nos triathlètes. Et du coup, j'ai une question. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mesurer ces différentes zones ? Donc oui, comme je l'ai expliqué au tout début, nous on part vraiment du principe que nos athlètes, on veut qu'ils fassent un test en labo, et si possible avec un médecin du sport. Pour 2 choses. De un, ça nous protège. On est sûr que notre athlète n'a pas d'anomalie, je veux dire que ce soit cardiaque ou autre, ou voilà, est sujet à des malaises, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comme je l'ai expliqué, ça va nous permettre vraiment de cibler des zones d'entraînement. Donc là, les 5 zones que j'ai expliquées sont vraiment des zones qu'on peut même trouver sans test à l'effort. En fait, ma question, c'est que c'est vrai que souvent on a tendance à parler de Z1, 2, 3, 4, 5 en fonction des 5 différentes zones, et souvent c'est quelque chose qu'on peut retrouver grâce notamment à la fréquence cardiaque. Du coup, ma question c'est est-ce que c'est lié justement à la fréquence cardiaque uniquement, ou bien est-ce que c'est aussi lié à d'autres facteurs ? Donc si ici je reprends les 5 types d'entraînement que j'ai expliqué, les 5 zones d'entraînement, c'est juste que c'est notre nomenclature, sinon ça revient au même. Je peux te dire ici ce que je viens de te dire. En fait, les 2 premières, allure faible, ça va reprendre Z1, Z2. Allure modérée, ça va reprendre Z3, Z4. Et intensive 5, 6, ça va être PMA. Et en fait, il y a une 7 où là, c'est vraiment que les sprints. Donc ça, c'est les 7 zones que monsieur et madame tout le monde vont retrouver chez 90% des personnes qui font passer des tests à l'effort. C'est juste que nous, on a refait une nomenclature qui est plus simplifiée et qui peut être comprise par quelqu'un qui ne fait pas un test à l'effort, mais qui pourrait donc déjà commencer un plan d'entraînement sans avoir fait de test. Mais comme je l'ai dit au début,
on aime bien se protéger et on préfère que notre athlète aille faire un test à l'effort. J'imagine aussi que le fait qu'il fasse un test à l'effort, vous, ça va vous permettre d'avoir des données un petit peu plus précises. Est-ce que vous attendez que ce soit le professionnel de santé qui vous donne les seuils, les différentes zones, ou est-ce que c'est vous qui les déterminez par rapport aux résultats du test? Non, clairement, c'est par rapport aux résultats du test qu'on va pouvoir fixer les différentes zones. Pour préciser, s'il y en a qui ont déjà fait des tests à l'effort, est-ce qu'on parle de tests à l'effort avec mesure du lactate sanguin ou de tests à l'effort avec spirométrie ou uniquement avec observation de la fréquence cardiaque? Nous, on est plus sur les échanges gazeux. Donc spirométrie, je pense que c'est ça que tu veux dire. Donc les échanges gazeux. Après, on a quand même pas mal d'athlètes qui font des tests avec le lactate, mais c'est pas aussi précis. Donc ici, les échanges gazeux, ça va être vraiment surtout pour le premier seuil. Et comme le premier seuil, pour nous, ça représente l'allure modérée, c'est vraiment une allure qu'on va beaucoup travailler pour les sportifs d'endurance, puisque le triathlon reste un sport d'endurance, surtout que ce soit DO, demi ou complet. Et donc c'est vraiment ce premier seuil qui est bien important à fixer pour trouver la zone la plus confortable pour pouvoir tenir son effort et après enchaîner un 10 km, un semi ou un marathon. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient peut-être pas familiers avec tous ces termes parfois un peu techniques, quand on parle d'échange gazeux par exemple, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Donc quand tu cours, tu rejettes du CO2 et tu inspires de l'O2. Et donc avant ton premier seuil, cette courbe de CO2 sera inférieure à celle de l'O2. Voilà, parfait. Donc ça c'est ton premier seuil. Au moment où les deux courbes se rapprochent et se collent, c'est là qu'on va trouver le premier seuil. En termes, c'est une allure en vélo. Donc ici, on est en vélo. On va pouvoir la tenir l'équivalent au moins 2 bonnes heures. Donc je vais dire pour quelqu'un qui fait un demi très très plat, il va pouvoir le faire s'il roule à 45 à l'heure. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu rapide, mais 2 heures, 2 heures et demie, c'est sûr, son premier seuil, il va pouvoir le tenir. Tandis qu'on va rejeter plus de CO2 que d'O2 qu'on va prendre. Là, on va se rapprocher du deuxième seuil. Et donc là, à vélo, on parle aussi de FTP. Et donc, c'est un effort proche de l'heure. Donc, c'est le maximum qu'on puisse faire pendant 1 heure. De nouveau, là, on peut parler aussi de watts. Donc, lors du test, on va avoir les échanges gazeux, on va avoir les fréquences cardiaques, avec lesquelles on travaille de moins en moins, puisque de plus en plus de nos athlètes ont les wattages, donc les watts par kilo, qu'ils ont soit dans les pédales, soit dans leur cadre, etc. Donc ça, je sais pas si on doit en discuter ici, mais et alors là, on va pouvoir de nouveau, au lieu d'avoir des zones d'entraînement avec des termes, avec des sensations, on va pouvoir donner des zones d'entraînement grâce à des wattages qu'on aura définis grâce au test. Et donc là, au lieu de parler de premier seuil vaguement, on va dire, là on va pouvoir donner par exemple à 200 watts, on sait que tu es à ton premier seuil, et donc nous en tant que coach, on va donner toujours une petite fourchette pour être sûr que l'athlète est dans la zone, parce que voilà, si vous avez déjà roulé sur un vélo et que je vous demande d'être pile à 200 watts, je pense que tant vous que moi, ça va être très compliqué, donc on est toujours à une notion de 2 à 3%. Je refais une petite parenthèse. Quand on parle de watts ou de wattage, effectivement, donc on parle bien de puissance. Je me réfère donc à l'épisode de la semaine dernière où on parlait justement des différents capteurs de puissance qui pouvaient exister pour le vélo. Effectivement, et où nous avions reçu Greg du podcast de Nakan et du site nakan.ch. Yves, est-ce qu'il y avait d'autres points que tu voulais aborder sur cette vue un petit peu globale de la préparation en vélo? Je voulais juste rajouter, si c'est vraiment par rapport au vélo, qu'à l'inverse de la natation, donc on va travailler d'abord l'endurance, et puis on va aller vers le spécifique au fur et à mesure de la préparation. Mais par rapport à la natation, si je parle en durée par rapport à l'effort, donc en natation et en vélo, on va peut-être être pendant plus de 80% du temps, voire 85% du temps, à des zones très faibles. Tandis qu'en natation, je suis quand même plus souvent, c'est plus dur de donner un pourcentage, mais je vais être presque à 50% plus en intensité, donc 50-50, tandis qu'à vélo, donc 80-85% faible et 10 à 15% plus en intensité. Et juste pour conclure, du coup, pourquoi est-ce que le schéma est différent entre la natation, par exemple, et le vélo? Ça vient d'abord, premièrement, que la natation, on est sur un sport sans choc. On est un sport où on va pouvoir faire l'intensité. Tandis qu'à vélo, c'est là où on va pouvoir faire sa base. En natation, si tu mets direct ton intensité, tu vas être capable de le faire.
Tandis qu'à vélo, si tu fais comme en natation, tu vas pas être capable de le faire. Donc à même intensité, donc je veux dire un tempo 400 en natation, tu vas pouvoir directement faire des séries de 50 mètres, même des 100 mètres à ton allure. Tandis qu'en PMA, donc en vélo, à 100% de PMA, tu vas pas directement être capable de faire cet effort. Il faut vraiment que tu fasses d'abord ta base pour pouvoir tenir l'intensité. Ok, eh bien super. Je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui et on finit notre série hebdomadaire demain, vendredi, sur, évidemment, vous l'aurez compris, eh bien la planification en course à pied. Bonne journée, messieurs. Excellent, salut, bonne journée à tous les deux. Un grand merci, n'oubliez pas de mettre votre casque. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.